je vous remercie d'accueillir André Téchiné. Merci d'être toujours aussi nombreux, voire encore plus nombreux ce soir pour nos séances France Culture. Je ne doute pas que vous aurez beaucoup de questions à poser à André Téchiné ou d'émotions à nous partager. Une règle habituelle que connaissent bien celles et ceux qui viennent souvent nous voir, mais pour les petits nouveaux, attendez d'avoir un micro pour parler parce que cette rencontre va être enregistrée, enfin est enregistrée, et va être diffusée sur le site de France Culture. Voilà. André Téchiné. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Je sais que quand vous écrivez, vous partez souvent de personnages. Comment ça s'est passé pour ce film-là? Qui a été là le premier? C'est elle qui était là en premier. Je me suis inspiré, comme je fais souvent, d'une personne que je connaissais, donc de la réalité. Une jeune femme qui était maître chien, qui avait une voiture, qui avait un bandeau qui me fascinait tout le temps. Elle me disait que c'était justement pour avoir une visibilité qui n'était jamais gênée par ses cheveux. Enfin, j'ai prélevé des éléments comme ça très, très physiques, très concrets sur elle. Je ne lui ai rien volé de sa vie privée, mais comme c'était dans ma famille, dans une campagne à la fois rurale et montagneuse, comme ça, bon, j'ai très vite, enfin, progressivement en tout cas, imaginé un personnage de recluse, et après, c'est le frère. Alors ça, j'en reviens toujours à des histoires de fusion, de frères et sœurs. Ça a toujours traversé les films de façon très différente. Enfin, je passe leur préféré, les surpreneurs. Enfin, bon, je ne vais pas les énumérer. Et peu à peu, j'ai imaginé le personnage de ce frère militaire, très souvent absent en opération extérieure au Mali. À l'époque encore, la France était bien accueillie. Et puis, le traumatisme de guerre, enfin bon, peu importe, toute l'intrigue, en tout cas, a été générée par ce couple de frères et sœurs. C'était le déclic, le détonateur, et le fil conducteur du travail avec mon partenaire scénariste. Cédric Angers, pour ne pas le nommer. Cédric Angers, pour le nommer, justement. Oui, absolument, il n'y a aucune raison de le cacher. Et l'amnésie était là dès le départ aussi, ou quand est-ce qu'elle est arrivée? L'amnésie, c'était la forme du traumatisme de guerre. Quoi. C'était le corps, les brûlures d'abord, et puis donc le vaste et mystérieux cerveau avec l'amnésie et cette absence de mémoire, ça m'excitait beaucoup parce que quand la sœur fait tout pour prendre soin de lui, pour le ramener comme ça vers la vie, ça m'intéressait comme expérience de cinéma, d'avoir finalement deux personnages qui étaient dans le même espace, mais qui n'étaient pas du tout dans le même temps. Bon. Et de les montrer dans leur évolution. Et le personnage du frère qui découvrait tout, qui faisait tout pour la première fois, ça me débarrassait aussi de toute une psychologie que je trouve parfois extrêmement pesante, comme ça, dans les films. Et là, c'est un peu comme une bête aux aguets qui est en train de trouver des mouvements pour s'adapter au monde qui l'entoure, au monde extérieur.
Et ça me plaisait beaucoup d'avoir la possibilité de donner cette liberté d'inventer un acteur et de pouvoir le filmer et de marcher dans l'inconnu à ses côtés, quoi, comme ça se en quelque sorte. Voilà, donc, on formait un trio d'ailleurs, tous les trois, Noémie, Benjamin et moi, et on aimait bien marcher dans les colonnes. Voilà, enfin, c'était un peu ça l'expérience vécue, si vous voulez, du tournage. Quoi. L'inconnu, est-ce que ça veut dire que vous avez donné à Noémie Merlan le scénario, mais pas à Benjamin Voisin? Est-ce que vous lui avez expliqué, elle, quel était son passé, mais est-ce que lui, il le découvrait au fur et à mesure? Je leur ai donné le scénario à tous les deux. Le scénario, il était très schématique, avec quand même des passages où je savais qu'on aurait donc tous les trois à... Je me suis pas gêné pour le faire. J'ai pas vraiment l'habitude de parler en public. J'espère que ce que je racontais n'est pas trop confus. Oui, donc sur le scénario, il y avait beaucoup de zones d'ombre et on voulait se laisser la possibilité d'improviser, quoi. Donc c'était pas un scénario trop bien réglé. La plupart des dialogues étaient souvent indiqués seulement, mais après préférait avec justement l'apport des acteurs, les réinventer sur place quand on était ensemble pour mieux, en quelque sorte, l'adapter à ce que dégageait leur personnalité, leur corps, enfin bon. Et de façon à ce que ce soit le plus incarné possible, quoi. Et en fait, c'est un terme qui est toujours un peu abstrait comme ça, mais c'est vraiment c'était au cœur du sujet, l'incarnation. Je me demandais même, quand je montrais la manière insistante dont elle soignait le corps, les brûlures à l'intérieur du corps de son frère, tout ça, je me demandais si ça paraissait audacieux par rapport à vous, enfin par rapport au public. Je me disais, est-ce que le public va quand même supporter, ne sera pas trop troublé, trop dérangé, qu'on lui montre autant de scènes charnelles. Et puis j'ai décidé de prendre le risque, puisque ça racontait l'histoire d'une reconstruction de quelqu'un qui en quelque sorte est presque donné pour mort au départ et qui va peu à peu redevenir vivant, quoi. C'est quelqu'un qui ne veut pas mourir, c'est ce qu'elle dit beaucoup. C'est ce qu'elle dit quand elle dit ça. Elle ne dit que ce qu'elle veut bien dire, hein, et ce qu'elle dit à ce moment-là, c'est son désir à elle, hein, aussi. C'est elle qui ne veut pas qu'il meure, mais elle le connaît et elle connaît sa coriacité, quoi. D'ailleurs, c'est moi dans cette relation, ce qui m'intéressait, c'était quelque chose que j'avais trouvé quand j'étais adolescent, par exemple, dans un roman qui était un roman de mon adolescence. Ça se lisait beaucoup à cette époque-là. Je ne sais plus si ça se lit encore aujourd'hui chez les adolescents. C'était Les Hauts du Relevant. Et dans Les Hauts du Relevant, il y avait un moment où le personnage disait, le personnage féminin, en parlant de son frère, je l'aime parce qu'il est encore plus moi-même que je ne le suis. Et entre les deux, entre
ces deux personnages-là, ce qui peut bien sûr être extrêmement nocif et dangereux, il y a cette identification et cet effet de miroir, mais j'avais envie de le filmer de la façon la plus concrète possible. Alors, on va lui demander au public, puisque vous aviez des doutes sur sa capacité à recevoir ces images. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà monsieur qui est au fond ici. Ouais. Bonsoir, j'ai deux questions. La première question, je veux savoir comment s'est faite la rencontre Noémie Merlan et Benjamin Voisin. La rencontre, alors je ne sais pas s'ils se sont rencontrés avant le tournage. Je ne crois pas parce que elle était à l'étranger, je crois qu'elle était en Espagne, et elle y était pour du travail, sans doute pour un film ou pour une pièce de théâtre, enfin, peu importe. Et donc, comme c'est un film assez fauché, enfin économiquement, c'est un film qui a pas dit ça, les acteurs sont arrivés vraiment au dernier moment et ils ont dû faire connaissance, chacun de leur côté, on va dire 2 jours avant le tournage, quoi. Mais je ne pense pas je les imagine pas en train de parler des personnages, de parler du scénario et du travail à venir. Ça, Noémie, oui, parce que elle aime beaucoup préparer, même si après elle s'est oubliée ce qu'elle a prévu pour se lancer. Mais quelqu'un comme Benjamin Voisin, en revanche, pour reprendre son expression, il n'aime pas trop se prendre la tête avant. C'est quelqu'un d'extrêmement instinctif. Et en plus, c'était plutôt une bonne chose pour moi, enfin pour le film, puisque c'est un personnage qui est complètement instinctif par son amnésie, quoi. Bon, et donc à la limite, moins il en savait, et plus ça pouvait renforcer le personnage, quoi. Mais peut-être qu'ils se sont vus, qu'ils ont pris des verres ensemble et qu'ils ont parlé des paysages de l'Ariège que j'aime beaucoup, mais pas, je crois, beaucoup de leur relation dans le film. Je sais pas. Et votre deuxième question? Le budget du film. Le budget du film demande la même personne. Je vous avais dit que c'était un film qui ne coûtait pas grand-chose. Alors ça, je ne saurais pas le dire d'une façon exacte. Est-ce que, par exemple... je ne sais pas trop non plus, en fait. Bon, Voilà, merci. Et puis il y a des chiffres qui sont assez fantaisistes là-dessus. Mais on a eu très peu de temps de tournage. Enfin, tout était à l'économie, mais je ne veux pas vous dire un chiffre qui est inexact. Hein, donc... Est-ce que pour faire ce genre de film, par exemple, vous avez moins de moyens aujourd'hui que vous n'en avez eu à une époque, ou vous avez toujours travaillé comme ça à l'économie? Alors, j'ai toujours travaillé très, très différemment et toujours, comme tout le monde, enfin, en tout cas comme tous les cinéastes, je pense que c'est pareil dans tous les domaines, hein, en fonction de l'économie et entièrement déterminé par des critères économiques, hein, et des critères purement économiques, c'est-à-dire que l'esthétique, bon, elle dépendait entièrement de l'économie. Là, c'est quelque chose que j'avais déjà pensé avant, évidemment, la fabrication du film, et c'est la raison pour laquelle je tenais beaucoup à ces paysages au cinémascope, au format scope, justement, au caractère visuel et pictural
mais tout en sachant en même temps que toutes ces forêts, ces lacs, ces montagnes ou ces grottes, c'était le spectacle écologique, enfin, de la nature, hein, de la nature en fait, et qu'en même temps, c'est un spectacle qui ne coûtait rien, quoi. Et donc, dans le film, j'ai pu le déployer comme un élément visuel aussi spectaculaire qu'une poursuite de bagnole qui aurait coûté très cher, quoi. Bonne leçon d'économie pour le cinéaste fauché. Non, mais à une époque, en revanche, je faisais des films avec qui duraient plus longtemps, surtout. C'est surtout le temps, quoi, qui est problématique, oui. Alors, monsieur au fond, et après, ça sera à vous, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai trouvé le film très beau, les paysages ariégeois, mais je voulais vous dire que cette histoire d'amour incestueux m'a profondément gêné. Déprimé? Gêné, Ah, choqué, gêné, oui. parce que je trouve que c'est problématique, à l'ère de MeToo Incest, de présenter cette histoire sans jamais questionner ou suggérer de mécanismes d'emprise entre la sœur aînée et le petit frère. Comme l'écrit la sociologue Dorothée Ducy, qui est spécialiste de l'inceste, l'amour incestueux n'existe pas. Dans le sens où il n'y a pas d'amour incestueux sans différence d'âge, et donc sans emprise. Il peut y avoir du désir, il peut y avoir du plaisir. Alors je sais que le mot consentement est prononcé, mais voilà, il n'y a jamais eu d'histoire d'amour entre frères et sœurs jumeaux. Et je pense que le cinéma a aussi une responsabilité de ce point de vue-là. On va pouvoir laisser monsieur André Téchiné répondre, et puis on pourra en discuter. L'inceste, j'ai fait beaucoup de films sur les relations frères et sœurs. Bon, c'est vrai que dans ce film-là, et dans la dernière partie où il s'agit qu'il aborde, enfin bon, sa propre histoire, presque sa préhistoire, et en tout cas l'histoire qu'il ignore, il sait qu'il y a eu cette relation sexuelle, donc avec sa sœur, mais qui je ne vais pas pinailler là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas tout à fait le même père et tout, mais ça ne change rien. Bon. Votre question, je peux tout à fait l'entendre. Sur l'inceste, il y a tout de même le point de vue de la mairesse, qui est un point de vue juridique, un point de vue où elle dresse un constat extrêmement précis du tabou, de l'interdit et donc de la prohibition de l'inceste, et à partir de là, il intériorise, enfin, le personnage joué par Benjamin Voisin, David, intériorise le crime, puisque elle dit elle lui dit qu'il s'agit d'un crime, ce qui le désoriente et le bouleverse parce qu'il n'a pas encore construit ou constitué, si vous voulez, une conscience morale et à cause évidemment de son amnésie, et il va quand même, il n'accepte pas du tout ça comme quelque chose de naturel, puisque il va carrément à ce moment-là, enfin, il y a un passage à l'acte suicidaire, quoi. Hein. Bon. Et c'est bien sûr après ce passage à l'acte suicidaire,
que la mémoire lui revient. Alors, si on aborde le film post-MeToo, comme vous disiez, sous l'angle, le faisceau comme ça de projecteur de l'inceste, à ce moment-là, ce qu'on peut, je crois, retenir du film, ce que le film en tout cas montre, c'est comment parvenir à le dépasser, l'inceste. Hein. Et c'est la fin du film. C'est, si vous posez, puisque c'est vous qui l'avez posé, la question de l'inceste, il y a la réponse de la société, la rencontre avec la loi, la réponse juridique, ça n'est pas du tout évacué. Et puis, il y a la faute, ça n'est pas du tout évacué, puisqu'il y a même à la suite de cette faute le passage à l'acte suicidaire. Bon. Et à la fin, il dit qu'elle a raison et que c'était nécessaire qu'ils se séparent. Donc, si on agite donc par les temps qui courent, c'est tout à fait normal de le faire, je trouve. Si on agite ce questionnement de l'inceste, il ne faut pas quand même oublier que le film montre comment on le dépasse. Oui, elle dit ça non. que ça raconte. Puis elle dit Là, non. moi, je ne fais aucune Nous allons je vois, alors là, voilà, enfin des mains qui se lèvent, mais c'est Madame qui avait demandé la parole en premier. Madame, ici avec des lunettes. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais savoir quelle connaissance vous aviez par rapport au domaine de la santé. Je trouve que dans votre film, il y a une très belle résurrection du personnage et une réalité par rapport à justement son passage entre le coma et la fin du film où finalement il a tout récupéré au niveau de ses capacités. Et en même temps, je voulais savoir aussi quelles étaient les difficultés, si vous en aviez eu, de tourner aux Invalides la phase de rééducation et si du coup dans les personnages médicaux qu'on voit, il y avait des personnes qui étaient des praticiens de là-bas. Pour ça, le film, il a quand même, je ne sais pas le mot politique parce que c'est trop visuel, puis un peu grandiloquent comme ça, mais dans toute cette partie des Invalides, j'ai voulu être et même d'ailleurs souvent par la suite du film, résolument documentaire. C'est-à-dire que là, j'avais un souci de précision, d'exactitude dans le traitement des brûlures et dans les soins qu'on donnait aux patients. Donc, et j'ai voulu montrer tout ça comme en même temps, je ne voulais pas non plus ennuyer les spectateurs avec ça. Et après avoir parlé évidemment beaucoup avec les médecins et donc être beaucoup documenté, j'avais décidé de le montrer comme un documentaire en accéléré et donc comme une espèce de marathon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le patient, parce qu'il faut bien sûr le consentement du patient, se livre même dans un état un peu de mort vivant, si vous voulez, il doit se livrer quand même à un marathon de soins et un marathon médical pour pouvoir s'en sortir. J'ai essayé parce que le soin, c'est au centre, enfin, c'est au cœur du film en fait. Hein. Il est soigné donc de façon
tout à fait compétente comme ça aux invalides, avec en plus cette nouvelle manière de soigner qui consiste à prendre en considération l'humanité du patient et à exprimer ce qu'on lui fait, ce qu'on fait à son corps. Et dans toutes les scènes comme ça qui se succèdent aux invalides, tout le personnel soignant ne considère pas David comme une sorte de créature passive, si vous voulez, mais au contraire comme un humain qui doit comprendre par la parole ce qu'on est en train de lui faire. Et ensuite, c'est bien sûr la sœur qui prend le relais des soins parce que, bon, aussi je m'étais inspiré de la réalité, dans les déserts médicaux et en zone rurale, c'est elle-même qui a dû avoir une formation d'infirmière pour soigner ses brûlures et c'est elle-même qui le fait. Mais tout ça, c'était constamment en relation comme ça étroite, aussi bien d'ailleurs pour le psychiatre par rapport à l'amnésie, que là pour les brûlures et que pour tout l'univers comme ça médical, là je me suis systématiquement interdit d'inventer, quoi. J'ai rien inventé. Et je répète la question pour ce qui était du tournage aux Invalides. Est-ce que ça a été compliqué? Ils ont été absolument formidables. Je leur ai quand même un peu expliqué ce qui m'intéressait, quelle serait ma démarche. Et ils ont été extrêmement disponibles par rapport à ça. Et on a été, enfin j'entends parce que c'est quand même une équipe de cinéma, on était une vingtaine de personnes et ils nous ont très bien accueillis, ils nous ont très bien accueillis. Avec de vrais praticiens, de vraies infirmières ou tous des comédiens? Ah non, là ce sont tous des ils sont comédiens puis ils sont acteurs pour le film, mais sur leur technique et sur leur savoir-faire et sur leurs compétences, ça correspond à leur vrai travail. Ça, autrement, je ne me serais pas permis, quoi. Madame ici, et après ça sera à vous à côté. Merci et bonsoir. Bon, je suis une inconditionnelle. J'ai vu tous vos films et je les aime avant de les avoir vus. Alors, je voudrais vous poser une question à propos d'un caractère pas principal, mais enfin, si, Marcel, et que j'ai trouvé très intéressant. Et je me demandais comment vous l'avez, est-ce que vous l'avez construit un peu ce caractère, ce personnage en fonction de l'acteur ou éventuellement aussi en coopération avec lui? Le personnage de David, de Marcel. De Marcel, d'André Marcon. Alors Marcel, ça aussi, c'est comme tout à l'heure, je racontais comme ça assez rapidement cette voisine qui était donc maître chien, qui était donc, bref, donc à la campagne, et là, c'est un voisin, mais là aussi, dans cette même zone montagneuse et rurale, donc dans l'Ariège, qui avait cette habitude, mais c'était très irrégulier, enfin bon, de temps en temps, sans qu'on sache très bien pourquoi ni comment, il lui prenait la fantaisie de s'habiller en femme et il sortait comme ça dans son jardin. Il ne sortait pas tellement de chez lui en femme. Chaque fois que je l'ai vu à l'extérieur, il était ma femme. Bon, et ça, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était énigmatique et
Et c'est une image par rapport au standard de la France rurale qui me paraissait justement tout à fait originale et intéressante. Et donc, j'ai bien aimé que le personnage de Marcel, qui est misanthrope, qui est embêté là, dans son manoir qui tombe en ruine, il ait cette possibilité de sortir de lui-même en s'habillant en femme. Et ce qu'il dit, quand David, je crois, lui pose la question, il dit que c'est pas pour les autres qu'il le fait, que c'est pour lui et pour s'évader. Et est-ce que vous avez choisi... Attendez, madame, on vous passera le micro, mais il y a quelqu'un qui a demandé la parole, et après c'est à vous. Oui, bon, on pourra revenir dessus. Bon, bah, je remercie beaucoup M. Téchiné parce que... Je vois pas qui parle. C'est là, madame en rouge ici. Ah, très bien, oui. Je vous remercie beaucoup parce que vous nous avez offert une fois de plus un film très subtil et justement sur un sujet, l'inceste, dont on a bien besoin de parler comme ça en ce moment. Mais oui, parce que c'est un sujet complètement tabou et donc on dit on dit ça, quoi. C'est-à-dire que enfin, du coup ça n'est jamais traité, abordé sous forme de fiction. Si on pense aux grandes fictions, je sais pas moi, Oedipe, c'est ou Hamlet, enfin bon bref, sans aller jusqu'à des sommets pareils, mais quand même, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de questionner quelque chose, de le passer sous silence. De le passer sous silence en termes de fiction. Madame est d'accord. Je ne vous reproche pas de le passer sous silence, je vous remercie d'en avoir parlé et d'en avoir parlé comme ça. Avec toute l'ambiguïté. Non, mais je savais que c'était un gros risque. Hein. Oui, mais merci d'avoir pris le risque, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, ça ne doit pas être facile. Bon, merci, M. Téchiné. Voilà. Mais j'ai quand même. Allez-y, posez votre question. J'ai quand même une autre question, parce que toujours sur le même. Enfin, j'en ai deux. On va commencer par une parce que beaucoup de personnes veulent poser des questions. Toujours sur le même sujet, c'est quand même en filigrane de beaucoup de vos films précédents, cette ambiguïté des relations fraternelles, enfin fraternelles, frères-sœurs bien sûr. Et je voulais savoir pourquoi maintenant vous avez été plus loin dans cette description. Et qu'est-ce que ça fait de filmer toujours, enfin pas toujours, mais souvent dans le même cadre? Alors j'imagine que vous l'aimez, c'est plus facile de filmer des choses que l'on aime. Bon, voilà. Et j'avais une troisième question. Non, madame, laissez la parole à d'autres. Soyez gentils. Allez-y, monsieur Téchiné. Quand même, la conscience morale du jeune, du frère. Parce que ça, c'est la conscience morale du frère. La conscience morale, comme vous dites, c'est quelque chose bien sûr de fondamental, mais de façon tout à fait délibérée dans le film. Il faut un long cheminement et ça ne veut venir qu'à la fin. C'est à la fin, si vous voulez, c'est la naissance de la conscience morale, mais qui, si vous voulez, ne peut se faire qu'au prix de cette séparation. Alors, madame, et après ce sera à vous. Moi, je voulais juste savoir si vous aviez choisi André Marcon pour le rôle de Marcel, parce que vous l'aviez vu dans le rôle d'Anne-Marie Labeauté de Yasmina Reza. Ça, c'est peut-être mélangé, comme je connais bien Yasmina. Parce que là, il ressemble beaucoup à Anne-Marie Labeauté. Ça, c'est peut-être mélangé, oui. Mais c'est pour le choix d'acteur, en tout cas. Pour le choix de personnage, non. Non, mais je veux dire André Marcon. Pour le choix d'acteur. Mais en même temps, la pièce
la pièce de Yasmina, je ne l'ai pas vue. Et je l'ai lu en revanche. Mais c'est pas du tout le même propos, non, du tout, mais André Marcon est très fascinant et très, comment dire, convaincant en femme, comme dans Yasmina. Dans la pièce de Yasmina, c'est une femme, et elle a décidé que cette femme serait jouée par un homme. Bon, c'est peut-être parce que j'ai su que il avait, André Marcon, pris donc un grand plaisir à ce travestissement. C'est peut-être à cause de ça que j'ai pensé à lui, que j'ai été avec lui à lui proposer le rôle. C'est tout à fait possible. Madame. Bonsoir, merci beaucoup pour ce très beau film. Pour moi, c'est un film sur la mémoire. J'ai été très touchée sur les différents aspects de la mémoire que vous... Parce qu'il y a cette mémoire extrêmement liée au médical au départ, mais au bout du compte, vous faites dire aussi des choses sur un style un peu documentaire, mais il y a un moment qui m'a énormément touchée, c'est cette mairesse qui au fond est psy, ce qui est aussi mon métier. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand vous faites dire, très juste, que la mémoire, c'est pas quelque chose qu'on stocke. Parce que tout le monde croit ça, qu'on a des mémoires d'ordinateur et que c'est quelque chose qu'on réinvente. Et je trouve que ce moment-là dit toute la thèse de votre film. Et je trouve très intéressant que vous ayez parlé de la transgression et que vous soyez allé au-delà justement, parce qu'il y a une forme de chiasme entre les deux, puisqu'on pourrait penser comment dire, le fait qu'il soit amnésique, ça crée vraiment cet attachement absolument profond à cette sœur. Il n'a qu'elle à un moment. Et on comprend bien que quelque chose d'un amour naisse au fur et à mesure des soins. Pour reprendre ce que vous disiez en tant que spectateur, ce moment des soins très physiques, c'est très touchant. Et on sent bien que quelque chose... Alors ça met mal à l'aise, effectivement. Mais vous êtes courageux de montrer ça. Parce que de toute façon, c'est incertain, réel, je peux vous le dire. Demander à des juges pour enfants ou demander à des psys, l'inceste existe, donc on ne va pas toujours en faire un tabou. Il faut évidemment le dénoncer, mais il faut aussi pouvoir le montrer comme vous l'avez fait. Et ce que je trouve très très fort, c'est que justement vous voulez montrer cette libération, parce que le chemin de cette sœur, c'est quand même de vouloir lui redonner la mémoire, mais il y a un moment de bascule, je trouve, dans le film où, au fond, elle ne veut plus de cette relation d'avant. Et donc, elle, qui voulait tant lui rendre la mémoire, on sent qu'elle ne veut plus de cette mémoire-là. Et ce film, pour moi, est très très fort à ce sujet. Excusez-moi, ce n'est pas une vraie question, mais je trouve que ce problème de la mémoire, j'aimerais que vous nous parliez un peu. Non, parce que c'est le cœur du sujet. C'est-à-dire que, en fait, elle, parce que elle a une mémoire, mais elle a aussi un attachement et un amour pour son frère. Et coûte que coûte, elle veut le sauver et elle le soigne, mais en le soignant et finalement en le guérissant, elle se soigne, elle se guérit elle-même. C'est ça le mouvement du film. C'est-à-dire que plus elle prend soin de lui, plus elle se libère et elle s'éloigne de la proximité brutale qu'ils ont pu avoir quand ils étaient, on va dire adolescents pour aller vite. Voilà. Elle, mais je crois qu'elle ne peut se libérer de cette aliénation quand le soignant et qu'en voyant qu'avec lui, une répétition n'est pas possible, quoi, tout simplement. Ça m'a fait fuir, quoi. Oui, moi, Madame. Merci, Julien. Et merci pour le film.
Je voulais parler aussi du troisième personnage donc, qui est Marcel, et d'un aspect qu'on n'a finalement pas tellement abordé, c'est que David dit une phrase très importante, je crois, à un moment donné. Il lui dit mais tu fais ça donc pour toi, enfin c'est lui qui le dit, mais il faut que tu l'acceptes. Et j'ai l'impression que la transgression dont vous parliez tout à l'heure, c'est un peu ça qu'il aimerait, c'est que son amour pour sa sœur soit accepté et qu'il puisse le vivre, même si à la fin du film on a l'impression qu'ils se séparent ou qu'ils essaient de surnager dans le marasme qu'est la vie, mais c'est quand même un peu une thèse que vous avez envie de proposer. Non, moi ce que je crois, c'est que pour faire partie de la société, la prohibition et la séparation, c'est absolument nécessaire. C'est là-dessus, il n'y a pas la moindre ambivalence ou ambiguïté chez moi. Bon, c'est une nécessité absolue. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, tous les deux, ils éprouvent la même chose en même temps. Moi je crois que pour elle, c'est une libération, ça c'est sûr. Et c'est elle d'ailleurs qui l'exprime, qui le lui dit, hein, que c'est fini. Et lui se contente de lui dire qu'elle a raison. Bon, mais je pense que pour lui c'est un renoncement et pour elle donc une libération. Ça c'est ce que je crois. Mais chacun peut penser différemment, autrement. Pardon. Mais il encourage quand même Marcel. David encourage Marcel à vivre ce qu'il veut vivre. Ah oui, par rapport à Marcel, vous dites... Oui, mais c'est symbolique. J'ai fait une superposition avec le frère et la sœur. Oui, bien sûr, il encourage. Il peut le prendre pour lui. Attendez, madame, on ne vous entend plus parce que vous n'avez plus le micro. On va passer à monsieur et puis on va bientôt clore ce débat. Monsieur. Bonsoir. D'abord, j'aimerais vous dire que si je suis ici, c'est par rapport à tout ce que vous incarnez, c'est-à-dire que j'aime énormément un grand nombre de vos films. Je pense notamment au Témoin, qui est un film dont on parle pas souvent, et vraiment, voilà, entre autres. Et je voulais vous dire aussi que quand on voit ce film ce soir, il y a des plans. Je ne saurais pas que c'est un film que vous avez fait vous, je saurais. Je reconnais votre page, je reconnais votre sens du romanesque, votre rapport à la nature, votre rapport à la musique. C'est du Téchiné pure souche, celui que j'aime. Je voulais quand même vous le dire. Et en plus, je suis très très content aussi de savoir que vous avez déjà tourné un autre film depuis, qui marque vos retrouvailles avec Isabelle Huppert, et ça me réjouit, mais vous n'avez pas idée. Et je vais vous poser enfin une question. J'aimerais vous questionner sur votre rapport aux jeunes acteurs, parce que depuis toujours, il y a souvent des jeunes personnages dans vos films. Des fois, on les connaît déjà bien, comme c'est le cas ce soir dans ce film, on les a retrouvés remarquables dans les films précédemment, et des fois, vous nous avez aussi fait découvrir des acteurs. J'aimerais savoir quel est le désir que vous avez de tourner avec des jeunes acteurs, des jeunes actrices. Est-ce que vous avez un rapport particulier? Est-ce que ça vient de l'écriture? Est-ce que vous avez un rapport particulier avec ces jeunes comédiens que vous avez fait tourner depuis des décennies? Bon, merci d'abord. Et après, pour les jeunes acteurs, moi je crois qu'enfin, je dois faire partie, c'est Truffaut qui disait ça, que le cinéma était un moyen de prolonger sa jeunesse, quoi. Et un moyen complètement illusoire, hein, comme une opération magique. Et comme une opération magique, d'ailleurs, qui renvoie complètement à l'enfance, puisque quand on est enfant, on prend les jeux très au sérieux, on choisit ses compagnes ou ses compagnons de jeu, et rien n'est plus sérieux qu'un jeu. Bon, au cinéma, c'est un peu la même chose. Et moi, c'est sans doute le seul moyen qui me reste de construire un pont
avec la jeunesse et une espèce aussi de relais générationnel qui est vital, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Le film sortira mercredi en 8, le 12 avril, faites-le savoir autour de vous. Et André Téchiné sera notre invité dans le plan large le 15 avril pour poursuivre la discussion. Merci, bonne soirée.